Bienvenue dans le débat sur France 24. J-10 avant le second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Marine Le Pen remontent au front, au Havre pour lui, à Avignon pour elle. Emmanuel Macron a axé ce déplacement sur le thème de l'écologie. La population du Havre a voté en majorité pour Jean-Luc Mélenchon, comme la ville d'Avignon au premier tour. Mais le Vaucluse est un département acquis au Rassemblement national. Alors l'objectif, bien sûr, c'est de tenter de mobiliser l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, convaincre les indécis et les 12,8 millions de personnes qui se sont abstenues au premier tour. Selon le sondage Ipsos et Soprat Steria, les intentions de vote sont de 55% pour Emmanuel Macron contre 45% pour Marine Le Pen. Vous le voyez. Alors ce match, Macron-Le Pen, est-ce finalement deux France qui s'opposent? Comment convaincre les abstentionnistes et ceux qui ont voté justement pour le leader de la France insoumise? Où en est ce match à 10 jours du scrutin? On va en débattre avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Michel Cotta. Bonsoir. Journaliste politique, vous avez été également, je le dis pour notre public international qui ne le sait peut-être pas, directrice de France 2, directrice de l'information de TF1, présidente également de la Haute Autorité de la Communication. Merci d'être avec nous. Michel Cotta. En face de vous, Mathieu Doiret. Bonsoir. Mathieu Doiret, directeur d'études d'Ipsos. Bienvenue à vous. Paolo Levi est avec nous. Bonsoir. Paolo, correspondant à Paris de l'agence de presse italienne l'ANSA. Et puis en face de vous, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir. Directeur et fondateur de l'Atlantico. Mathieu Doiret, alors on regardait justement, puisqu'on a un partenariat avec vous, vos derniers chiffres, selon les sondages Ipsos, Sopra Steria. Les intentions de vote sont donc de 55% pour Emmanuel Macron contre 45% pour Marine Le Pen. C'est un match plutôt stable depuis dimanche. Oui, ça n'a pas changé depuis dimanche. Et d'ailleurs, comme on mesure tous les jours les intentions de vote, elles n'ont pas non plus changé depuis hier. Ce qui signifie que ce qu'on observe dans les reports de voix potentiels ne bouge pas non plus beaucoup. Et que, à vrai dire, ce combat pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon reste pertinent de toute évidence. Quand il reste pertinent. Notamment le fait qu'une part très importante de cet électorat est encore indécis, c'est-à-dire pourrait très bien s'abstenir en fait le 24 avril. D'après vos chiffres, 33% des électeurs de Mélenchon au premier tour seraient prêts à voter pour Emmanuel Macron, c'est bien ça? 33%, oui, 18% pour Marine Le Pen, 49% préfèrent voter blanc ou nul. Voilà, c'est ça en fait. La vraie incertitude, c'est est-ce qu'ils vont rester dans l'abstention ou blanc ou nul, ou est-ce qu'ils vont basculer au final pour l'un ou l'autre des candidats? Alors probablement jamais intégralement, ces 49% ne vont pas se reporter intégralement sur l'un des deux. Or, soyons clairs, dans le cas de Marine Le Pen, c'est ce qui lui serait nécessaire quand même pour gravir les 10 points qui lui restent à conquérir. Il faudrait donc capter plus de 20%. En fait, il a fait plus de 20% et elle a besoin de 10%. Donc, Michel Cotta, quel est pour vous l'enjeu de ce second tour? Justement, c'est récupérer cet électorat populaire, mélenchoniste, dans un paysage politique français qui est vraiment beaucoup changé. D'abord, contrairement à ce qui s'est toujours passé avec Marine Le Pen et avec son père d'ailleurs, cette fois-ci, elle a des réserves. Bon, elle n'en avait pas les autres fois, c'est-à-dire au fond, le jeu était plié au bout du premier tour. On savait. Là, évidemment, l'enjeu est considérable parce que, bien sûr, elle a des réserves sur sa droite, mais que la campagne de Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine façon, peut l'aider à trouver des électeurs parmi ceux qui trouvent que, franchement, Macron n'a jamais rien fait pour eux, qu'il y a deux France, la France qui souffre, la France qui profite, la France des pauvres, la France des riches. Bon, là-dessus, quand même, le discours de Mélenchon a été souvent analogue à celui de Marine Le Pen. Sur le social. Oui, sur le social, sur les riches, sur l'archipélisation française. Les discours ont été pareils. Donc, est-ce que dans les 49, vous dites, qui hésitent, il y aura plus d'anciens mélenchonistes à voter pour Le Pen que d'anciens mélenchonistes à voter pour Macron? C'est vrai que c'est toute la question. C'est toute la question. Jean-Sébastien Ferjou, le vote contestataire est très élevé en France. Ça fait partie de cette nouvelle architecture française. On se retrouve avec finalement deux blocs contestataires, qui sont ces deux blocs radicaux à gauche et à droite, et puis ce bloc au centre. Est-ce que finalement il y a une agrégation des colères ? Non, il y a un cumul des colères, mais qui ne s'additionne pas, parce qu'en politique, vous ne pouvez pas juste additionner des électorats les uns après les autres. Mais c'est vrai que la spécificité de 2022, probablement, quand vous regardez, il y avait plus ou moins 4 candidats
du système en quelque sorte, et 8 candidats se revendiquant à des degrés différents être plutôt anti-système. Et il me semble que pour la première fois, vous avez quand même eu une majorité de gens qui se sont portés justement sur des candidats anti-système. Le sujet, c'est que ce ne sont pas des gens qui... Ça n'est pas parce que vous êtes d'accord pour rejeter quelque chose que vous êtes d'accord pour souhaiter la même chose. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de convergence entre les programmes de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Et même quand vous regardez l'attitude sur le quinquennat, que ça a été au moment des Gilets jaunes, sur la vaccination, sur des tas de sujets, la manière dont a été gérée la pandémie, finalement sur tous les sujets, à l'exception de l'immigration, où là, et quand même de la gestion de l'ordre public, il y a quasiment une convergence absolue, et ce sont clairement des gens qui pourraient, je ne sais pas si on était en Allemagne, se mettre autour d'une table et négocier un programme de gouvernement. Sauf que ce qui les sépare est quasi insurmontable. Et c'est aussi une des nouveautés d'ailleurs de l'élection 2022, c'est qu'on le voit en regardant la carte du vote Jean-Luc Mélenchon, le vote communautaire, mais c'était préfiguré depuis longtemps, on l'a vu aussi dans un certain nombre d'ouvrages, comme celui de Jérôme Fourquet sur l'archipel de la société française, il y a désormais aussi un vote communautaire qui est capable de peser au niveau national. Mais c'est aussi ce qui fait que de toute façon, le résultat du deuxième tour est, sauf accident énormissime, scandale intersidéral visant Emmanuel Macron, mais la marche est de toute façon, à mon sens, trop haute pour Marine Le Pen. Paolo Levi, alors justement, votre vision de journaliste italien sur ce match Macron-Le Pen, sur ce vote contestataire français, est-ce que vous faites par exemple un parallèle avec la montée en puissance à une époque, parce que c'est moins le cas aujourd'hui, de Matteo Salvini? Écoutez, oui, chez nous, on a eu une convergence des luttes en 2013. On a eu une sorte de mouvement qui avait vu une agrégation presque d'une force semblable à celle de Jean-Luc Mélenchon, donc de gauche radicale avec l'extrême droite. Et tout ça a donné lieu à un grand mouvement qui s'appelait le mouvement 5 étoiles, qui ensuite, pendant 10 ans, il a gravé tous les échelons du pouvoir et il est arrivé jusqu'au gouvernement il y a quelques années. Ça a été une expérience de gouvernement assez pitoyable qui ensuite c'est très 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 mal fini. Et aujourd'hui, il y a un retour en Italie un petit peu à la compétence, parce qu'on a compris que, surtout en ce moment, on n'est pas en train de vivre un moment normal de notre histoire. On est en train de traverser en Italie, mais en Europe de façon plus large, un moment crucial où on voit vraiment des clivages qui se dessinent, pas seulement au niveau national, mais au niveau de grands blocs. Et on le voit très bien avec la Chine ou avec la Russie qui aujourd'hui menacent. Donc cette élection, elle est fondamentale pour l'Italie. Notre mode de vie et notre démocratie européenne. Et donc, l'enjeu de ce scrutin, je dirais même, a une portée aujourd'hui éminemment très européenne. Et les yeux de l'Europe entière sont braqués ces jours-ci sur la France, parce que ce qui se joue le 24 avril, je ne sais pas si tous les Français, les électeurs français en sont conscients, mais aura un impact direct sur la vie de tous les autres citoyens européens, en Italie, en Allemagne, en Espagne, et sur le processus d'intégration européenne. Donc c'est un vote vraiment très très important où se joue l'avenir de l'Europe. On va revenir justement sur ces divergences sur l'Europe entre ces deux candidats. Mathieu Douaret, d'abord, pourquoi Marine Le Pen fait-elle moins peur, par exemple, il y a 5 ans ? C'est vrai qu'elle est même surprenamment une des candidates qui rassure le plus. Alors d'abord parce qu'en anglais on dit « the devil we know ». Et c'est vrai que finalement, elle fait partie du paysage depuis quand même maintenant pas mal de temps. Et puis ça ne suffit pas quand même, ça. Non, mais elle n'a cessé quand même de dévier vers la gauche. D'ailleurs, c'est quand même fondamentalement ce qui a donné naissance au phénomène Zemmour. Et c'est une évidence parce que d'abord, c'était un pari qu'elle a fait quand elle a voulu rompre avec l'héritage de son père en 2010, quand elle a pris le contrôle de ce qui était à l'époque le Front National. Elle a fait un pari très sarkozyste, on va dire, qui était de s'adresser à une coalition très large qui irait de l'électorat populaire à l'électorat le plus conservateur. Sur l'électorat le plus conservateur, elle s'est très vite heurtée à sa nièce et à une conception de l'extrême droite comme une des composantes de la droite conservatrice traditionnelle. Et elle n'est pas à l'aise avec ça pour plein de raisons, mais une raison manifestement d'abord, c'est que il faut quand même le dire que la tradition de Le Pen, c'est que le pouvoir ne se partage pas ni dans l'appareil, ni potentiellement ensuite dans l'exercice des responsabilités. Et qui sont quand même à peu près incapables de gérer des coalitions. On l'a vu dans les municipalités, les conseils régionaux. Donc la réalité de Le Pen, c'est que c'est une populiste personnaliste, exactement dans la veine de Donald Trump. C'est-à-dire qu'elle est le début et la fin, elle est l'alpha et l'oméga de son programme politique.
Michel Cotta, Emmanuel Macron a d'ailleurs affirmé qu'il ne fallait plus miser sur la diabolisation, justement, de Marine Le Pen uniquement. Justement, en plus, il y a des années, il y a 1 an ou 2, vous vous rappelez, il y avait beaucoup d'hommes politiques du centre qui disaient elle a tort de faire ça. Parce que l'extrême droite doit être quelque chose, au contraire, très autocrate, et elle a complètement tort de se dédiaboliser. Mais en fait, d'abord, elle a eu raison, sa stratégie a montré qu'elle était quand même payante. Et deuxièmement, elle y a été formidablement aidée, il faut bien dire, par Éric Zemmour. Oui, au départ, elle était plutôt heurtée, justement, par le candidat Zemmour. Éric Zemmour a tellement paru comme plus radical qu'elle. Il a tellement pris le seul comme seul thème, celui de l'immigration, qu'il lui a laissé tout loisir. Elle n'a pas de preuve à donner, elle, sur l'immigration, c'est ce qu'elle pense. Bon. Ça lui a donné, au contraire, à Marine Le Pen, le loisir de développer son programme sur le pouvoir d'achat. Donc, l'alliance des deux a été quelque part assez mortel pour Éric Zemmour, en tout cas, et lui a profité. Et profitable pour elle. Donc ça veut dire on ne peut plus diaboliser Marine Le Pen, c'est ce que dit Emmanuel Macron, en fait. Ça ne peut plus être seulement ça, sa campagne. Alors on peut l'attaquer sur d'autres choses, on peut l'attaquer effectivement sur l'Europe, sur sa conception de l'Europe, et ça, on l'a bien vu dans la conférence de presse d'hier. On peut l'attaquer aussi sur un certain populisme, ou sur ses amitiés avec Orban, qui définit quand même, par exemple, avec Orban notamment, qui définit sa conscience de la démocratie, on peut l'attaquer sur ça. Mais on ne peut pas dire c'est une dame plutôt sympathique, qui tient le coup dans les meetings, alors qu'on a vu que pour les meetings, pour les femmes, ça pouvait être très difficile, qui a des chats, qui habite toute seule, enfin, toutes choses... Développer ce côté humain, en fait, c'est ce que vous dites. Qui l'ont humanisé. Elle a été humanisée dans cette... Qui l'ont chiracisé, vous dites. Mais est-ce qu'elle est encore d'extrême droite ou pas? Parce que Marcel Gauchet, qui était à gauche, enfin, à une époque... Oui, mais on ne sait plus où en est Marcel Gauchet, franchement. Ah bon, parce que lui dit qu'elle n'est plus d'extrême droite. Jean-Sébastien Ferjou. Il y a plusieurs réponses. Il y a Marine Le Pen, il y a le Rassemblement national, et après, il y a l'électorat qui peut se retrouver sur le Rassemblement national. Et je pense que selon que vous considérez l'une ou l'autre de ces trois réalités, la réponse n'est pas la même. Je ne crois pas que Marine Le Pen soit d'extrême droite. Je pense qu'effectivement, elle est une populiste... Oui, assez personnaliste, effectivement. Elle est son propre programme, en quelque sorte, où elle s'adapte un peu à l'ère du temps. Elle est la somme des mécontentements à un moment donné. Il y a au Rassemblement national une filiation d'extrême droite, historique, intellectuelle, idéologique, mais je ne crois pas que ça représente la majorité du Rassemblement national aujourd'hui, et encore moins dans la mesure où cette partie-là a plutôt quitté le navire et est allé chez Éric Zemmour. D'ailleurs, c'était intéressant de voir en creux Marine Le Pen en disant regardez, il y a des nazis maintenant dans son entourage. Oui, tiens, donc vous les connaissez, ils étaient donc chez vous avant. Enfin bon, bref, et l'électorat qui, je crois, n'est pas du tout d'extrême droite. C'est un électorat qui plutôt est dans une forme... il y a une vraie adhésion, il peut y avoir une vraie adhésion au fondement de ce qu'est la vision toujours du Rassemblement national et qui est le rejet d'une immigration incontrôlée. Ou alors à sa vision sociale. Après, je ne crois pas que l'électorat au sens large serait séduit par une candidate qui serait, je sais pas quoi, qui se proposerait de réduire le champ démocratique français ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Michel Cotta, vous êtes d'accord ? Il y a des façons différentes de réduire le champ de la démocratie, quand même. On n'est pas obligé de dire... Oui, on l'a bien vu pendant la gestion de la pandémie, effectivement. On peut commencer par dire que, naturellement, on ne le réduira jamais. Et puis, quand, finalement, on décide que les lois européennes ne s'imposent pas aux lois françaises, donc on met en cause les gens qui pensent le contraire. Quand on voit très bien, le combat pour la démocratie est un combat qui se gagne chaque jour. Et moi, personnellement, je ne suis pas sûre que ce soit le combat vital de Marine Le Pen. Et quand je dis que j'en suis pas sûre, je suis sûre du contraire. C'est un euphémisme, en fait, non? C'est ça que vous voulez dire? Paolo Levi, alors justement, cette dédiabolisation de l'extrême droite, on l'a vu en Italie. Oui, absolument. Vous faites un parallèle, vous, les médias italiens? Absolument. Aujourd'hui, disons que... En observant l'évolution de Marine Le Pen. Un parallèle, parce que je ne sais pas situer intimement Marine Le Pen dans l'échiquier politique, si elle est d'extrême droite ou de droite radicale ou de je ne serais-ce quelle droite. En tout cas, je regarde son programme. Et en regardant son programme, disons, la grande priorité de son programme, c'est quelque chose qui est revendiqué dans notre pays aussi, en Italie, par Giorgia Meloni, qui, elle, du coup, elle est d'extrême droite. Et comme Marine Le Pen a dans le symbole, disons, de sa famille politique traditionnelle, la flamme tricolore, et là, l'introduction de la priorité nationale, qui, celle-là, est quand même une mesure
extrêmement d'extrême droite. Sur cela, il n'y a aucun doute. Il y a aussi un repli identitaire et nationaliste revendiqué chaque jour dans ses meetings, dans ses interviews, où elle dit qu'elle veut remplacer, disons, notre magnifique aventure européenne à travers une alliance de nations. Donc, je ne sais pas si elle, intimement, elle est plus modéré que son grand-père. Caractéristique de l'extrême droite. Enfin, je veux dire, s'il y a un débat où on a décidé une fois pour toutes que de toute façon il y avait des sujets et des questions qui étaient interdites au peuple français, ben dans ce cas-là, ne faisons plus d'élections non plus. Parce que la démocratie, il me semble, c'est précisément d'être capable d'entendre que les peuples restent souverains. Il n'y a rien dans la Constitution européenne ni dans le droit européen qui décide que justement les Français auraient perdu leur souveraineté. Donc le sujet, ça n'est pas que Marine Le Pen, on puisse douter, oui, ça je suis assez d'accord, on peut raisonnablement douter de l'appétence démocratique de Marine Le Pen. Mais pris dans l'autre sens, qu'est-ce qu'une démocratie qui, par nature, a enlevé des pans entiers de la décision politique en la mettant dans des blocs de constitutionnalité, dans du droit européen, parce que peu importe que ça a été validé par un certain nombre de traités, vous voyez bien que la jurisprudence, elle est allée beaucoup plus loin que ce qui, bien souvent, était l'intention. Et au-delà de ça, le sujet, est-ce que l'irréversibilité et un principe démocratique? Est-ce que les peuples, s'ils ont envie de remettre en cause un certain nombre de choix politiques qui ont été faits au niveau européen, doivent être absolument interdits de le faire ad vitam aeternam? C'est une vraie question démocratique. Vous voulez rebondir peut-être, Michel Cotta? Oui, c'est bien pour ça que Marine Le Pen, elle fait très attention à ce qu'elle dit, on le voit très bien dans son programme. Elle ne le met pas en tête de son programme. Et il n'y a qu'à la fin qu'on s'aperçoit que l'Allemagne est un partenaire insupportable, que le couple franco-allemand est à abattre, que d'ailleurs les Allemands achètent américains. Et puis, il n'y a qu'à la fin qu'on entend dire qu'elle dit, à la fin, qu'elle dit, on ne supportera pas que les lois européennes s'appliquent à nos codes. C'est une façon. Elle est un peu masquée, c'est ce Non, mais l'agence masquée, c'est une façon de dire. Mais moi, je comprends très bien qu'on critique l'Europe et qu'on ne veuille pas d'Europe. Mais c'est une façon masquée de dire qu'elle ne veut pas d'Europe. C'est de dire qu'on peut souhaiter une autre Europe. Ça, c'est encore une question. On va justement évoquer Emmanuel Macron. Comment, justement, Mathieu Douaret mène-t-il cette bataille, finalement, pour le second tour? Effectivement, il ne parie plus sur la diabolisation de Marine Le Pen. Lui dit maintenant vouloir mener une bataille projet contre projet. Est-ce que c'est une clarification de sa stratégie? Oui, enfin c'est surtout lié au fait que l'essence même du populisme, encore une fois, à la Trump, parce que je pense que parler d'extrême droite ne sert à rien. En fait, c'est effectivement il a compris. En réalité, le problème du populisme, c'est de chercher des solutions simplistes à des problèmes compliqués. Et ça marche d'autant mieux que les gens, effectivement, ont le sentiment que les problèmes sont rendus compliqués sciemment par les élites. Donc il y a toute l'idée que en réalité, ce qui était compliqué pourrait être simple, qu'on vous fait croire que c'est compliqué pour que vous soyez discipliné et que vous acceptiez confère les règles sanitaires, par exemple sur la Covid, que vous acceptiez des contraintes. Donc en fait, le principe de Macron, ça va être de dire, ah oui, très bien, ok, moi je suis d'accord avec vous là-dessus, mais alors comment on fait? Et alors, c'est très dangereux quand c'est avec des fous furieux comme ceux qui croisent la plupart du temps dans les rues. Parce que moi, je comprends cette volonté de dire, moi, j'ai pas peur du débat avec les citoyens. La réalité, c'est que... Voilà, alors les bains de foule, ça va, mais les débats avec les gilets jaunes, ça sert à rien. Donc, ça, c'était au Havre. Hein. Ouais, mais en Alsace, par exemple, il a eu des discussions surréalistes. Non, la réalité, c'est qu'il faut qu'il montre qu'il n'a pas peur effectivement, de défendre son projet, qui n'a rien à cacher. Ça, c'est important, qu'il n'y a pas d'agenda secret. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est même prêt à mettre beaucoup d'eau dans son vin. D'un autre côté, il a impatience, je pense, de mettre Marine Le Pen devant ses contradictions. Et elle, on remarquera qu'elle ne se heurte jamais à des contradicteurs, pour le moment. Là, on le voit en Alsace. Michel Cotta, justement, est-ce que c'est une bonne stratégie de la part d'Emmanuel Macron de dire qu'il veut faire du projet contre projet? Est-ce que c'est porteur pour les 10 jours qui viennent seulement Non, ce qui est drôle, c'est leur attitude qui a été vraiment rigoureusement opposée depuis le départ. Il y en a un qui ne va que dans les endroits où il a perdu, c'est Emmanuel Macron, et l'autre qui ne va que dans les endroits où elle est sûre de gagner, qui est Marine Le Pen. Alors, c'est vrai que c'est une stratégie de campagne, mais qui correspond un peu au tempérament qu'on connaît à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'au fond, lui, il s'ennuie quand tout est plat. Ce qui l'amuse, c'est d'aller essayer de tirer une phrase de quelqu'un qui possiblement ne votera pas pour lui, mais c'est son ressort. On l'a bien vu au moment des Gilets jaunes. Et donc, il l'exploitera pendant cette deuxième partie de campagne. C'est efficace en temps de campagne. D'autant plus qu'il ne l'a pas du tout employé avant. Donc, il fait campagne à sa façon. Je ne sais pas si c'est efficace, je ne sais pas s'il arrive à déplacer les votes ou les convictions des gens.
c'est sa manière à lui, et on ne se refait pas quand on est un homme politique ou une femme politique. Il ne faut pas essayer d'aller contre son tempérament. Son tempérament est celui-là. Mais c'est certainement son tempérament, effectivement. Après, je remarque que c'est quand même avec un peu plus de nuances dans la stratégie. C'est-à-dire, oui, il va dans des zones, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que disait Michel Cotta, contrairement à Marine Le Pen, où elle évite de se mettre dans des situations de danger. Mais on peut la comprendre aussi, parce qu'en termes d'image, on voit bien qu'elle, il faut à tout prix qu'elle ait l'air d'être une candidate apaisée, et pas qu'elle soit une candidate confrontée, justement, à ce qui pourrait ressembler à des affrontements trop violents. Maintenant, Emmanuel Macron, il le fait quand même avec subtilité. Vous remarquerez sur la plupart, lundi ou mardi, par exemple, il finissait la journée à Strasbourg, sur la place de la cathédrale de Strasbourg. Strasbourg est une ville qui n'est pas furieusement anti-macroniste. Et il a fait un meeting où les images, d'ailleurs, étaient plutôt... Alors, il y avait des gens qui l'interpellaient dans la foule, mais c'était pas non plus... et je pense que quand vous verrez la campagne, vous verrez qu'il y aura une progression dans l'autre sens, vers des zones de plus en plus macronistes, pour montrer de plus en plus de liesse populaire. Et c'est normal, c'est une stratégie de campagne habile, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Mais là où je vous rejoins aussi totalement, c'est que les débats en direct avec les Français, ça n'a aucun sens. La technocratie ou un discours technocratique en direct avec les citoyens, ça n'a aucun sens, ça ne peut mener à rien, et c'est toute la contradiction, après les Gilets jaunes, c'est toute la contradiction du macronisme qu'on voit sur ces images-là. Emmanuel Macron reste le pur produit de la technocratie française, c'est vraiment les fonds de tiroir de Bercy, parce qu'on voit bien d'ailleurs qu'il n'a plus beaucoup d'imagination, contrairement à 2017. Ça ne marche pas quand vous essayez de l'expliquer à hauteur d'insatisfaction d'individus. C'est impossible. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'on peut douter raisonnablement, effectivement, du credo démocratique de Marine Le Pen, mais c'est que lui, c'est totalement assis sur le Parlement, totalement assis sur les corps intermédiaires, et ça n'est pas parce que Marine Le Pen a des défauts que ça efface les siens, parce qu'à l'arrivée, il sera élu, mais la démocratie française, il l'a lui aussi abîmée, et cette question-là, elle reste devant nous. Michel Cotta, qui descend dans l'arène, qui débatte avec justement les citoyens. C'est sa pratique personnelle du pouvoir qui est allée au-delà qui n'est pas celle de plusieurs de ses souvent allée au-delà. Michel Cotta. Si on reprend sur la centralisation, les septennats de François Mitterrand, on ne peut pas dire que de ce point de vue-là... de Gaulle. La seule différence, effectivement, est que Mitterrand ne sortait pas de Bercy. C'est la terminée. C'est vrai. Mais, et qu'il ne décidait pas tout en Conseil de défense. Il y a un usage du pouvoir présidentiel. Alors, on peut en dire ce le Parlement s'est affaibli, madame. Vous vous souvenez, comme moi, j'imagine, et même bien mieux que moi, de la qualité du personnel parlementaire à l'époque. Les débats au Parlement, le contrôle exercé par le Parlement n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous répondez, on va passer à la politique étrangère. On a toujours tendance à dire c'était mieux avant. Moi, je trouve dans ce Parlement des gens qui savent parler. Il y a des jeunes femmes qui sont éblouissantes. Je vous dis que le contrôle des projets de loi de finances, si vous voulez qu'on rentre dans le détail de l'insincérité budgétaire des projets de loi de finances votés en France, on peut en parler. Donc, je pense que le pouvoir présidentiel, ça veut dire quelque chose, et ça veut dire qu'au bout du compte, celui qui paye et les pots cassés et qui recolle justement les pots cassés, c'est le président de la République. Voilà, c'est comme ça. Il ne fallait pas changer de constitution. On a élu le président de la République au suffrage universel. C'est ça que ça donne. Il faut ou s'en réjouir ou au contraire le déplorer. Alors ils ont des propositions de réforme tous les deux d'ailleurs sur cette question. Passer à un septennat avec une mid-term un peu à l'américaine. Paolo Lévy. Non, je voulais seulement dire que voilà, vu de l'étranger en Europe, vous êtes une anomalie parce que le système de la Ve République avec un président élu directement au suffrage universel n'existe nulle part ailleurs en Europe. On a tous ailleurs des systèmes proportionnels parlementaires avec une grande dose de proportionnel. Cela, d'un côté, d'un point de vue théorique, est plus démocratique parce qu'il y a une représentation au Parlement beaucoup plus profonde, mais après, ça ne garantit pas forcément la stabilité que le monde entier vous envie, parce qu'après, on fait des réformes pendant 5 ans et on applique un programme, comme c'est le cas en France. Après, moi, je suis maintenant à ma 3e campagne présidentielle en France, et à chaque fois, ça peut être Nicolas Sarkozy, ça peut être François Hollande, ça peut être Emmanuel Macron. À chaque fois, c'est la même critique, c'est-à-dire un président complètement déconnecté de la réalité. Alors, je me demande, cette déconnexion ou prétendue déconnexion, elle est due à la personnalité du président ou peut-être à ce système très vertical qui éloigne énormément le centre parisien à la base? À mon avis, ça peut être Emmanuel Macron, Sarkozy, Hollande, des familles politiques différentes, etc. À chaque fois, c'est le même constat. Donc, ça aussi, à un certain moment, il faut s'interroger quand on fait la radiographie d'un...
d'un malaise. C'est pas propre au régime, en fait, parce que si vous regardez ce qui est reproché à Boris Johnson actuellement, c'est vraiment le summum du faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, de vivre dans une tour d'ivoire dans laquelle il pouvait faire des fêtes d'anniversaire pendant que les autres étaient confinés. Je suis pas sûr que Mario Draghi se soit un vitellone vraiment très représentatif. Donc c'est normal. Donc, cette tour d'ivoire, on la retrouve un peu partout. Oui, c'est très paradoxal parce qu'il y a deux choses qui jouent, en fait. Il y a la personnalisation du pouvoir et les institutions françaises. Et après, il y a l'évolution du monde. C'est-à-dire que le champ du politique, il s'est quand même beaucoup réduit. Parce que contrairement aux années 80, à la fois la libéralisation, on a libéralisé beaucoup de choses. D'ailleurs, ça a été fait largement pendant les années 80. La mondialisation, comme le fait que l'Europe se soit développée, et on peut s'en réjouir, c'est un autre débat, parce qu'on peut considérer que la légitimité démocratique est au Parlement de Bruxelles. Mais enfin, à l'arrivée, le champ de ce sur quoi les élus français ont la main, il s'est vraiment réduit. Et on a créé une espèce de piège parfait. Parce qu'une fois qu'on a fait ça... vous dites. Mais oui, de piège parfait, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, ça attire moins, et moi je maintiens que ça n'attire plus les mêmes profils. Les gens qui sont ambitieux aujourd'hui, ils sont banquiers d'affaires. Ils sont plus énarques. Mais ils ne sont plus dans les rangs de l'appareil d'État. Il y a beaucoup d'autres raisons. Il y a beaucoup d'autres raisons. Oui, mais ça fait partie de la crise que nous vivons. On gagne moins d'argent que les autres. On est sous le miroir de tout le monde. Et en plus, en n'ayant plus de pouvoir. On comprend très bien comment ça, c'est le contexte politique. Une question peut-être, justement, puisqu'on parle des institutions, une question peut-être à vous, Michel Cotta, sur justement ce espèce de chaos politique, le fait qu'il n'y ait plus vraiment deux grands partis comme donc ce parti de droite républicaine et ce parti de social-démocrate de gauche. Est-ce que ça ajoute, je dirais, à cette espèce de présidentialisation, au fait que le président sera encore déconnecté du reste? La question se pose, effectivement. La question se pose. On voit un président donc, qui fait environ le tiers, un tiers de la population, et puis une extrême droite qui fait un petit tiers, une extrême gauche qui fait un petit tiers. Alors, Luc Ferry pose très bien la question dans beaucoup de ses articles, dans beaucoup de ses papiers. Est-ce que le fait qu'il y ait un corps central implique que forcément, il y ait à gauche et à droite un corps radical. Et ça, franchement, moi, je n'ai pas la réponse. Et on ne l'a pas encore. On le verra. On l'aura sans doute au cours de ce quinquennat, dont ils veulent justement faire un septennat. Ils veulent en faire un septennat. Mais de toute façon, il me semble que la Ve République a maintenant une grande vie derrière elle, et que peut-être, en effet, il y a quelques moyens démocratiques à ajouter pour que les Français s'expriment plus souvent autrement et qui ne s'expriment pas uniquement par abstention. Alors, sur la politique internationale, on va justement parler un petit peu d'Europe. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, est-ce que ce sont deux visions différentes sur l'Europe? On a déjà dit oui sur ce plateau, mais on va y revenir. On va les écouter. On va d'abord écouter Marine Le Pen, puis Emmanuel Macron. Le Frexit n'est nullement notre projet. Mais lorsque la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, la classe dirigeante française a parlé d'un repli nationaliste et insulaire et prédit un cataclysme pour les Anglais. Or, il n'en est rien. Je le répète, ce n'est pas notre projet. Nous voulons réformer l'Union européenne de l'intérieur. Mais plus nous nous libérerons du carcan bruxellois tout en restant dans l'Union européenne, plus nous nous tournerons vers le vaste monde. Il me semble que c'est ce que les Anglais ont bien compris. La bataille que nous menons n'est pas simplement une bataille pour la France, c'est une bataille pour l'Europe. Parce que le projet d'extrême droite qui est face à celui que je défends en votre nom à beaucoup ici présents, c'est un projet. Il se cache. Maintenant, il est plus ambigu. Mais c'est un projet de sortie de l'Europe. Mathieu Douaret, c'est deux Europes. Oui, je pense que l'Europe, en réalité, compte pour très peu dans le vote des Français, et le vote des Français compte énormément dans l'avenir de l'Europe. Donc c'est un vrai problème. C'est un problème parce que très souvent, quand vous écoutez... À la fois, et alors, je peux vous garantir, pour avoir fait il y a quelques années, d'avoir écouté des gens dans des groupes Cali, une autre Europe, cette autre Europe à laquelle tous les hommes politiques français aspirent et les électeurs, c'est une Europe française. En fait, c'est l'Europe, c'est la France en grand, c'est-à-dire c'est la sécurité française, sécurité sociale française, la culture française, l'exception culturelle française, etc. C'est ce que vous disent totalement les autres Européens. Mais bien sûr, parce que c'est une ambiguïté qui remonte à l'époque de De Gaulle. À 6, on pouvait à peu près faire ce qu'on voulait avec la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, à 27, en fait, on n'a absolument plus cette marge de manœuvre. Et c'est d'autant plus dommage que les gens continuent de penser comme ça que, alors pour le coup, depuis 2019, le groupe Renew Europe a vraiment les clés du camion.
et que du coup il y a un vrai pouvoir. Le groupe macroniste. Oui, pardon. Il y a un vrai pouvoir. Je pense que Macron n'a jamais eu autant d'alliés. Même les pays les plus rétifs, comme les Pays-Bas, maintenant, sont quand même... d'abord, le Premier ministre est du groupe Renew Europe aussi. En fait, on n'a jamais eu autant de chance de pouvoir faire une Europe qui ne soit pas peut-être française, mais qui soit, on va dire, en un sens macroniste. Donc, c'est sûr que là, si Macron est battu, on va revenir à la situation d'avant, à la crise qui a failli être fatale à l'Europe, celle de la crise grecque, parce que là, évidemment, on va avoir une crise financière, inévitablement. Tout le monde le sait. Marine Le Pen, la première. Michel Cotta, pour Emmanuel Macron, le scrutin est un référendum sur l'Europe. Il a dit ça. C'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Mais je dois dire que par rapport aux critiques sur Bruxelles que nous avons tous entendues tout le temps, dans toutes les campagnes électorales, tous les hommes politiques de droite et de gauche ont été, dès qu'ils étaient européens, opposés à la question, oui, mais alors c'est à Bruxelles que tout se passe. Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu changé depuis 5 ans. C'est d'abord la réussite de la politique sanitaire européenne, alors que c'était pas dans les traités, la santé n'était pas. Et on a l'impression que, en ayant acheté tous ces vaccins en même temps, on a. Au départ, on a beaucoup parlé justement de tous ces échecs, des micmacs, des problèmes des masques. Oui, mais c'est justement quand la France était seule, si j'ose dire. À partir du moment où il y a eu une aspiration commune sur les vaccins, ça a changé un peu. Et ce qui a beaucoup changé, mais c'est l'Ukraine. On va sans doute y passer, mais l'Ukraine a créé un sentiment européen qui, même lorsqu'il n'existait qu'à peine. Paul Olivier. Et je complète ce que dit Madame Cotta, c'est-à-dire deux exploits et un troisième très important, et je dirais même une révolution copernicienne qui s'est produite en Europe ces derniers 2 ans. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant 10 ans, vous vous en souvenez ou pas? On a manifesté à Rome, à Paris, à Madrid, à Athènes. On battait le pavé tout le temps pour demander une Europe de la croissance, de la croissance. On n'en pouvait plus de cette Europe de la rigueur et de l'austérité. Et tout le monde n'en pouvait plus, on s'en souvient très bien. Et pendant la pandémie, il y a un miracle qui s'est produit, et c'est aussi grâce à la France d'Emmanuel Macron, on a introduit le plan de relance européen qui peut paraître technocratique, mais qui dans les faits est une forme de mutualisation de la dette en Europe, et c'est une vraie révolution copernicienne, parce que pour la première fois, on introduit en Europe une vraie forme de fraternité européenne. Et donc, quand les Français ne s'intéressent pas en Europe, en fait, ils ne s'intéressent pas à eux-mêmes, parce que maintenant, après ce chantier-là, il y a une autre occasion extraordinaire, c'est le chantier de la réforme du pacte de stabilité qui est déjà dans les rails, parce qu'Emmanuel Macron et Mario Draghi l'ont annoncé qu'ils veulent changer le fameux 3%. Et donc ça va avoir un impact direct. Et si Emmanuel Macron n'est pas élu, tout ça... Donc, et tout cela, si Emmanuel Macron n'est pas élu, bien sûr, on ne sait pas. Il faut s'interroger sur le programme de Marine Le Pen. En tout cas, c'est déjà sur les rails avec... Sur le Jean-Sébastien Ferjou, elle parle d'Europe des nations. Est-ce qu'elle ferait une politique à la Orban ? Mais je ne sais pas. C'est un peu son modèle. Je pense en tout cas qu'il est assez absurde de lui reprocher d'être dans une espèce de Frexit caché, parce que je constate que ni les Polonais, ni la Hongrie, ni l'Italie, quand elle était gouvernée par un mouvement politique de la même nature, ni l'Autriche, quand elle a eu aussi un gouvernement de la même inspiration, n'ont souhaité à aucun moment sortir de l'Europe. Il y a différentes visions de l'Europe. Et d'ailleurs, moi je crois que l'Ukraine a changé quelque chose de fondamental, effectivement, parce que d'un seul coup, on s'est rendu compte que l'Europe avait un capital extraordinaire. Elle fait envie. Et le modèle, effectivement, de prospérité et de démocratie libérale, ça fait envie à la Moldavie, la Géorgie, aux Ukrainiens, etc. En revanche, ne racontons pas n'importe quoi. La Norvège ne fait pas partie de l'Europe, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, l'Islande non plus, Israël non plus. Ils ont été vaccinés. C'est l'opération Warp Speed et les décisions de Donald Trump qui font que nous avons des vaccins. Vous aurez constaté comme moi qu'il n'y a pas eu de vaccin développé en Europe, ni par l'Europe, ni par les entreprises pharmaceutiques européennes, ni d'ailleurs de traitements antiviraux. Le Paxlovid, c'est encore Pfizer et c'est encore aux États-Unis. Ça n'est pas l'Europe. Et la vaccination, elle aurait pu être gérée autrement et elle a été bien gérée dans d'autres pays. Après, je ne dis pas que l'Europe a mal fait. Je dis juste c'est absurde. Et sur le plan de relance, c'est pareil. On en a mais juste quelle la Europe propose-t-elle? On en a juste la potentielle. Oui, mais c'est intéressant parce qu'avant de s'intéresser à ce qu'elle propose, regardons la réalité de ce que nous avons sous les yeux. Parce que moi, quand j'écoute Emmanuel Macron, j'entends quand même beaucoup d'imprécisions, voire de contre-vérité absolue. Le plan de relance, il ouvre la possibilité de cette dette commune. Mais le montant du plan de relance, il est peanuts. Comparez-le avec le plan de relance américain. Comparez-le avec... Mais 750 milliards d'euros pour 527 millions d'habitants.
pour 527 millions d'habitants. À un moment, ce sont les ordres de grandeur qui comptent. Et au-delà de ça, non mais je suis d'accord avec vous, je vous dis que la possibilité en est ouverte. En revanche, nous ne sommes pas dans cette réalité-là pour l'instant. Et je constate que l'Allemagne n'a pas l'air d'en avoir particulièrement envie et un certain nombre de pays d'Europe du Nord non plus. Et c'est à peu près le même nom qu'ils ont renvoyé à M. Macron quand il souhaitait aller plus loin. Donc oui, il a incontestablement fait avancer les choses, sauf que pas sur le terrain du concret. Et au-delà de ça, je vais vous dire, l'Europe, elle s'endettait tous les pays. C'est un peu absurde parce que tous les pays s'endettaient très bien, chacun de leur côté. On n'avait pas besoin en l'espèce juste de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire. Ça veut dire que le vrai sujet européen, et ça, Marine Le Pen ne se prononce pas dessus, c'est qu'il y a une ambiguïté absolue à avoir une zone monétaire commune, à gérer la politique budgétaire d'un côté et les budgétaires dans chacun des pays et la politique monétaire de l'autre. Parce que la coordination budgétaire, celle-là, elle ne se fait pas et ça n'a aucun sens de disjoindre le monétaire du budget. Mathieu Doiret, mais Marine Le Pen, effectivement, elle propose une Europe des nations. Elle veut. D'ailleurs, son lien avec l'Allemagne est très particulier. Elle disait hier dans sa conférence de presse, elle ne veut pas vraiment de coopération militaire avec l'Allemagne. Bon, elle a quand même des alliés, on le sait, qui sont le Premier ministre hongrois. Oui, mais la France n'est pas la Hongrie. En fait, la Hongrie, c'est un pays extrêmement vieillissant où il y a moins de 1 de taux de natalité et donc en fait il y a 0 immigré en fait concrètement en Hongrie aussi. Là nous si elle est élue déjà mais sur le plan des valeurs, des émeutes dans les banlieues. Non mais surtout la chose qu'on ne comprend pas c'est que la France est le centre de l'Europe. Vous avez aussi un rôle de locomotive en Europe. La Hongrie, je suis désolé, c'est un grand pays mais c'est pas un des pays fondateurs de la France et l'Europe même le moteur mais je cherche une ligne de clivage. Il est ici à Paris. Donc en revanche je voudrais une ligne mais qui n'est pas tellement de clivage, mais je trouve que là aussi l'actualité a amené les deux d'ailleurs, et Macron et Marine Le Pen, à se dire qu'il fallait réindustrialiser la France, que c'était au fond le reproche qu'on pouvait faire à l'Europe telle qu'elle était avant. C'est vrai qu'une Europe qui désindustrialise est une Europe qui n'existe plus. Et on voit très bien comment la France, maintenant, après ces deux graves conflits, se dit il est temps de faire revenir les gens chez nous. Donc il y a peut-être presque un point commun entre les deux, non pas sur le souverainisme, mais sur la nécessité que la France ne donne pas ses entreprises à n'importe qui et n'importe où. Alors on parlait du conflit justement en Ukraine. Comment se fait-il, Mathieu Doiret, que finalement Marine Le Pen n'ait pas payé plus que ça finalement ses liens avec Vladimir Poutine? Dans un premier temps quand même, il y a eu un moment où ça a pénalisé quand même tous les candidats soupçonnés. Mais surtout Éric Zemmour finalement. Ben oui, mais à juste titre quand même, parce que c'est le seul qui n'a pas fait amende honorable sur le sujet, puisque elle a quand même très vite dit qu'elle cautionnait pas l'invasion de l'Ukraine. Non, la réalité c'est que, comme toujours, les électeurs, aussi bien en France qu'ailleurs, ne se prononcent pas en réalité sur les questions de politique étrangère, si ce n'est est-ce que ce qui se passe au niveau international risque d'avoir un impact sur ma vie quotidienne. Et très vite, ils se sont focalisés sur le principal impact sur leur vie quotidienne, qui était le coût de l'énergie. Donc tout s'est décentré, ensuite tout est allé sur la question du pouvoir d'achat. Parce que la réalité du vote Le Pen, c'est que les gens ne veulent pas une autre Europe, ils ne veulent pas une Europe poutinienne, orbanienne. Ce qu'ils veulent, c'est une France où on puisse vivre mieux, entre guillemets, sans avoir nécessairement, entre guillemets, à en payer le prix. Or, leur soupçon, c'est que l'Europe que Macron propose, c'est une Europe dans laquelle les Français vont devoir continuer à se serrer la ceinture, parce que finalement, ce thème-là est extrêmement populaire, aussi bien dans la partie populiste de gauche que dans la partie populiste de droite. Pouvoir d'achat, donc. Mais bien sûr, le principe, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, elle a des solutions qui sont en apparence simplistes, c'est notamment de pointer le poids de la TVA. La TVA, elle veut baisser la TVA sur justement les produits de première nécessité. Ça, c'est extrêmement simple et populaire. Tout le monde comprend. Le problème, en réalité, sur lequel on va attendre Macron, c'est de lui d'exposer pourquoi ça ne marchera pas. Mais dans l'absolu, c'est... Mais pourquoi ça ne marcherait pas? Il y a des pays dont la fiscalité est construite autrement. Enfin, c'est absurde de partir dans la logique, ça ne marche pas. Notre fiscalité n'est pas construite comme ça. Oui, mais parce que... Non, mais c'est comme quand Emmanuel Macron donne des leçons de rigueur budgétaire à Marine Le Pen. Quand on regarde le bilan de ce quinquennat, c'est à hurler de rire. Ça ne date pas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est celui qui a fait quoi qu'il en coûte. Alors, on peut pas dire que... Je dis juste que cet argument-là n'a aucun sens, parce qu'on pourrait parfaitement envisager un système fiscal qui soit construit différemment. Mais on pourrait surtout mettre de l'ordre dans les finances publiques françaises. Et il me semble que d'ailleurs, c'est la première... Bah oui, on peut y renoncer si on veut. Michel Cottard, je ne dis pas qu'elle le ferait. Ça, c'est la tarte à la crème, quand même.
pourrait même remettre de l'ordre dans les finances françaises. Oui, précisément parce qu'il n'y a pas de contrôle démocratique, on est d'accord. Précisément parce que le Parlement ne contrôle pas l'exécution des lois de finances. Je suis sûr que les parlementaires seraient capables de le faire. Mais si, Madame Cotta, si les parlementaires, les sénateurs, quand ils posent la question à Bercy, si on leur donnait les éléments pour le faire, je vous assure que ça serait mieux contrôlé. Je vous assure que dans la plupart des démocraties, c'est mieux contrôlé. Pour en revenir justement au pouvoir d'achat, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc face à cette mesure que propose Marine Le Pen, donc de baisser la TVA ou même de la supprimer complètement sur un certain nombre de produits de première nécessité, Emmanuel Macron propose une chose, c'est de tripler la prime, en fait, Macron. Mais c'est tout. Donc, est-ce qu'effectivement, là, il y a une sorte de faiblesse du côté d'Emmanuel Macron sur ce thème du pouvoir d'achat ? Dans notre système actuel, si on fait tomber ces taux-là, eh bien, il faut autant d'argent pour trouver ailleurs, pour remplir les caisses. Donc, où on les trouve ? Si on les trouve chez des gens, on augmente les impôts. Si on augmente les impôts, on est encore plus impopulaire. Donc, c'est pas tout de dire il faut baisser les taxes. C'est pas tout, parce qu'après, il faut remplir autrement les caisses de l'État. Alors, on se débrouille, ça c'est un choix. On peut dire oui, on fait payer les riches, comme a très bien dit Jean-Luc Mélenchon. Il dit il y a 350 milliards de dettes. Eh bien, moi, je fais 350 milliards d'économies. C'est fini, ça, on peut le dire. En revanche, quand on est à droite, c'est difficile de dire on monte les impôts et vous voyez, ça va mieux marcher et vous allez payer moins cher. Parce que les gens, quand même, ne sont pas idiots. En tout cas, ça ne leur aura pas échappé non plus que la France est arrivée à quasiment 66% de sa richesse nationale consacrée à la dépense publique, c'est-à-dire plus ou moins le même niveau que là où on était l'URSS au moment de sa chute. Finalement, la seule qui parlait vraiment de dépenses publiques, c'était Valérie Pécresse. Donc elle n'est plus mais je veux dire, on ne peut pas partir du principe que rien n'est possible, parce que sinon, encore une fois, ne faisons pas d'élection, donnons les clés à Bercy, et puis on attend que ça se passe. Alors, un dernier mot, puisqu'il nous reste 5 minutes, sur les retraites. Paolo, je me tourne vers vous, parce qu'effectivement, il y a eu une réforme des retraites en Italie. Alors là, il y a un vrai clivage, 62 ans pour Marine Le Pen, voire 60 ans dans certaines conditions, 65 ans Emmanuel Macron, mais il a dit que ça ne serait pas un dogme, mais peut-être 64. Comment, votre perception ? Ma perception, c'est que déjà, je peux vous dire qu'en France, vous êtes les seuls qui ont encore en Europe une retraite à 62 ans. Nous, on est à 67 et ça nous paraît déjà extraordinaire parce que ça risquait d'aller... Extraordinaire à 67. Oui, parce que ça risquait d'aller même au-delà. D'ailleurs, vous êtes le pays de Descartes. Il y a une espérance de vie qui s'est énormément agrandie pendant ces derniers 20 ans. Donc, à un certain moment, il faut faire en sorte que les comptes soient carrés. Et donc... Emmanuel Macron, c'était sa grande promesse pendant le premier quinquennat. Et il a mis tout ça dans le congélateur à cause, pendant la crise des Gilets jaunes. Et ensuite, il y a eu la pandémie. Et là, il revient. Et on a vu déjà que l'autre jour, il a, pour la première fois, rétropédalé avec cette idée de faire une petite ristourne d'un an, donc de passer de 65 à 64. En tout cas, c'est le merveilleux monde d'Amélie Poulain, parce que vous êtes le seul pays en Europe qui a encore... Même si c'était à 65, ça serait extraordinaire. Tout Italien voudrait venir en France. Ces électeurs de Jean-Luc Mélenchon, Michel Cotta, 65 ans. Non, de toute façon, il y aura une bataille des retraites, elle est obligatoire. Qu'on soit le pays de Descartes ou pas. Mais c'est aussi une façon de sauver le système par répartition, sinon ça n'existe plus. Mais les enquêtes PIAC et PISA montrent qu'on n'est plus vraiment le pays de Descartes. Je crois qu'on est, d'après les enquêtes de l'OCDE, un des pays où le moins de gens savent répondre à la question si je place 100 € à 10% d'intérêt, combien j'aurai au bout d'un an. Donc il y a un vrai problème. Et c'est quand même aussi à ça que se heurtent les hommes politiques en France. Oui, Michel Cotta, peut-être un mot de conclusion. Au concours de classement des universités de Shanghai, c'est ça ? Il faudrait être plus fort à Shanghai. Bon, ça, on refera le sujet sur l'éducation, le débat sur l'éducation, mais on n'a plus de temps. Non, mais c'est un peu un épouvantail français, parce que la réalité, c'est qu'on pouvait parfaitement rester dans quelque chose où on allongeait les trimestres, parce que la question de l'âge... C'était le cas. C'était le cas. C'est ce que je vous dis. Je ne crois pas qu'il y avait une si grande urgence. C'est-à-dire que la réforme des retraites, c'est le totem et le tabou du débat politique français. Donc pour certains, c'est le totem, pour d'autres, c'est le tabou. Mais c'est assez absurde quand on raisonne sur les finances publiques françaises. On pouvait très bien ne pas se livrer, épuiser un capital politique de dingue. Et au-delà de ça, il y avait quand même un accord. À un moment, la CFDT était d'accord avec le projet qui était celui de la réforme systémique. Et puis Édouard Philippe, dans sa grande sagesse, son grand génie que chacun lui connaît, a voulu introduire la réforme paramétrique. Et
puis là, pouf, patatras, tout est tombé à terre, alors qu'il y avait déjà eu je ne sais combien d'années de concertation. On va repartir dans la même folie furieuse. La CFDT est le seul syndicat à s'être déclaré pour Emmanuel Macron. Donc je suppose que quand même, comme ils ne sont pas tout à fait fous, ils pensent que la retraite, le sujet de la retraite s'inscrira sûrement dans le débat. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je vous dis juste qu'on s'est infligé beaucoup d'autodouleurs politiques sur ce dossier-là pour finalement pas grand-chose. Merci beaucoup, en tout cas, Michel Cotta, Jean-Sébastien Ferjou. Merci Mathieu Doiret, merci Paolo Lévy. Merci à vous tous de nous avoir suivis et restez avec nous sur France 24.